Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. Des scellés ont récemment été posés sur un immeuble du centre-ville louant illégalement des logements touristiques sur la plateforme Airbnb. De nombreuses villes font aujourd'hui la chasse à ce type de pratique qui prive les habitants de logements. Mais la législation bruxelloise censée réguler ce secteur rencontre beaucoup d'obstacles dans sa mise en pratique. Les représentants des plateformes la jugent trop sévère et ceux qui la défendent souhaiteraient que les règles soient mieux appliquées. On va en parler ce soir avec nos invités. Voilà, des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Hugo Périeux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géographe et économiste à l'ULB et vous vous êtes penché sur ce secteur de location touristique via les plateformes. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir ici Rodolphe van Wouwenberg, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la Brussels Hotel Association. Première question pour vous, Hugo Périeux. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui en région bruxelloise du nombre de biens qui sont proposés via la plateforme Airbnb? Donc nous, on a fait ce genre d'estimation. On a essayé de voir les biens qui étaient tellement utilisés sur la plateforme qu'ils ne pouvaient plus être disponibles sur le marché résidentiel classique. Et on a fait des estimations qui allaient entre 2500 et 4000 biens. Si on rapporte ça au nombre total de logements à Bruxelles, ça représente environ 0,7%. Donc on est un petit peu en dessous du pourcent. Mais il faut savoir que dans certains quartiers, c'est beaucoup plus important que dans d'autres. Et en particulier, dans le centre du Pentagone, dans les quartiers autour de la Grand Place, on a des valeurs qui peuvent aller entre 15 et 30%. Ouais, alors, la marge est évidemment très grande, 2500, 4000. Moi, pour cette émission, j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur un site qui s'appelle Insight Airbnb, qui recense donc par ville le nombre de logements proposés à la location. Et je vois un chiffre de 6500, 6542 très exactement. Ça situe la difficulté, finalement, à situer le nombre de logements. Ouais, donc effectivement, sur Inside Airbnb, si on prend tous les logements, on peut arriver à cet ordre de grandeur-là. Mais il faut savoir qu'un certain nombre de logements ne sont actifs finalement que très peu de jours par an. Et donc, ce serait un petit peu absurde de les compter comme étant tellement utilisés qu'ils ne sont plus disponibles sur le marché résidentiel, puisque c'est cette question-là qui nous intéressait. Et donc, nous, ce qu'on a utilisé, c'est des données liées, issues d'une entreprise qui fait un scrapping journalier, donc qui télécharge les données du site tous les jours. Et ensuite, qui fait des estimations pour savoir si le bien est loué ou pas disponible. Il faut savoir que sur Airbnb, si vous allez sur le site, vous ne pouvez voir que si le bien il est disponible ou pas disponible. Et en fait, pas disponible, ça peut être soit le bien est loué, soit la personne ne voulait pas le louer. Et donc, il y a des modèles qui sont réalisés pour estimer ce nombre de jours loués. Et ensuite, nous, on a mis des seuils. Et ceux qui sont loués plus de 120 jours, disponibles plus de 240 jours, eh bien, on s'est dit, ceux-là, ils sont très probablement pas disponibles pour le marché résidentiel. Alors, Rodolphe van Wouwenberg, on voit un chiffre entre 2500 et 4000 logements loués sur la plateforme Airbnb. Par rapport au nombre de chambres d'hôtel, on a l'impression que ça reste marginal et pourtant vous vous plaignez de concurrence déloyale. Non, c'est tout sauf marginal et pour plusieurs raisons. Donc, en effet, il y a un impact sur le logement et on entend que à l'échelle de la région, c'est le pourcentage cité proche du pourcent. Mais Hugo aurait dit également, dans certains quartiers, à l'intérieur du Pentagone, ça va jusqu'à 15-30%, j'ai entendu. Et ça, c'est gigantesque en termes d'impact sur un quartier ou sur un logement. Et c'est évidemment, et fatalement, dans les mêmes quartiers où sont situés les hôtels. Donc, rien que si on prend ce chiffre-là, il y a évidemment une concurrence, et je vais y venir, une concurrence qui est déloyale, mais on va prendre d'autres chiffres. On dit 2500 à 4000 unités. En effet, mais chaque unité, c'est combien de chambres? 1 à 2 chambres. Donc, ce sont des appartements. Donc, si on prend à minima, c'est 2500 unités, j'entends qu'ils sont actives, ce qui ferait entre 3 à 4000 chambres. C'est vraiment un minimum, parce que si on monte à 4000 unités, qui est l'autre projection, on serait à 6000 chambres, sans doute. Il y a 18 000 chambres d'hôtel en région bruxelloise. 6 000 chambres sur ces plateformes, 18 000 chambres d'hôtel en région bruxelloise. C'est une concurrence, en effet, une concurrence déloyale et qu'on peut objectiver aujourd'hui. Eurostat reçoit maintenant, enfin, les informations de nuitées des plateformes
Et en 2023, on n'a pas encore les chiffres 2024, il devrait arriver bientôt. En 2023, ces plateformes d'hébergement, entre guillemets résidentielles, ont généré 2,2 millions de nuitées. Il faut comparer ça aux nuitées générées par les hébergements enregistrés. Ce n'est pas que les hôtels, c'est principalement les hôtels. 7,1 millions de nuitées. Donc c'est 25% du marché qui passe par ces plateformes, 25% des nuitées, 2,2 millions, et on sait qu'une immense majorité de ces hébergements ne sont pas enregistrés, donc sont illégaux. Ouais. Alors c'est vrai qu'on se heurte vraiment pour l'instant à la difficulté d'avoir des informations sur ce que ça représente vraiment. Donc oui, mais on a quand même des ordres de grandeur. Hein. Les difficultés, c'est en effet d'avoir des données précises, à la fois pour estimer le phénomène, et donc du coup c'est pour cette raison qu'on vient avec des ordres de grandeur, avec des fourchettes comme ça, mais aussi à la fois pour les pouvoirs publics, pour contrôler ces hébergements. Qu'il y a des réglementations qui limitent l'utilisation avec un nombre de jours d'utilisation. Et en fait, c'est impossible pour les pouvoirs publics de savoir effectivement combien de jours un bien est effectivement loué. Oui. Ce dont vous êtes sûr, en tout cas, c'est que c'est devenu un business pour certains. Là, j'ai vu, par exemple, il y a un autre sur Inside Airbnb qui gère 90 endroits Airbnb. Donc, on voit vraiment qu'effectivement, pour certains, c'est devenu un véritable business. Donc oui, ce qui paraît clair, c'est que la rente tirée de la mise en location pour hébergement touristique est supérieure à la rente qu'on pourrait capter sur le marché résidentiel classique. Alors les grands hébergeurs, en effet, ils sont importants surtout dans le centre de Bruxelles. Mais il y a encore aussi des petits hébergeurs. Environ la moitié des nuitées sont le fait de mono-hébergeurs et l'autre moitié de multi-hébergeurs. Oui, alors il y a effectivement une ordonnance qui fixe les règles à respecter. On va y venir dans un instant, mais tout de suite, une interview de l'échevine de l'urbanisme de la ville de Bruxelles, Anaïs Maas, qui, il y a quelques jours, a fait poser les scellés sur un immeuble du centre-ville qui servait illégalement de location saisonnière touristique. Écoutez-la. Toutes les habitations ou tous les bâtiments dans notre ville ont une affectation bien claire. Et quand un bâtiment a une affectation logement, on ne peut pas la changer sans demande de permis. Et si on ferait la demande de permis pour changer ça en hébergement touristique, la réponse serait non. Et la réponse serait non avec raison, parce qu'il faut qu'on protège le logement pour les Bruxellois. On parle d'habitation touristique illégale et on n'en arrive pas au scellé du jour au lendemain. En fait, c'est la fin d'une longue procédure. Dans ce cas-ci, c'est une procédure de plus d'1 an où on envoie d'abord des PV, puis des mises en demeure, et quand les propriétaires n'écoutent pas, on doit mettre les scellés pour marquer le coup. Oui, effectivement, et les scellés ont été mises. Alors c'était un coup d'éclat, et on a voulu effectivement médiatiser ce coup d'éclat. Une réflexion pour vous, parce que pour pouvoir finalement louer en toute légalité un Airbnb, il faut une attestation de conformité urbanistique. Est-ce qu'on sait aujourd'hui le nombre de logements qui en disposent ? Moi, je n'ai pas accès à ces chiffres-là. Mais donc les hébergements qui souhaitent être enregistrés doivent demander ce certificat de conformité urbanistique. Les pouvoirs communaux donc ont la capacité d'aller vérifier si, selon eux, l'hébergement passe est-ce qu'il y a conflit entre la fonction résidentielle et la fonction touristique. Le problème, c'est que une des mesures qui est prévue dans le code, c'est le nombre de jours, mais pourtant, ils n'ont pas la capacité d'aller, d'avoir les données. Et ça va changer en le 1er janvier 2021, une législation européenne qui va obliger... En 2026, vous voulez dire. 2026, ouais. Qui va obliger Airbnb à transmettre les données au pouvoir public. Et grâce à ça, ils pourront... contrôler effectivement beaucoup mieux ces hébergements. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu cette action qui a été médiatisée par les FIN et par la ville. Vous avez l'impression que le contrôle de cette conformité, finalement, le contrôle n'est pas suffisant ? D'abord, c'est très positif ce que la ville de Bruxelles a pu mettre en place, et c'est un message fort et clair aussi. Maintenant, c'est un travail de très très longue haleine, et on voit qu'il n'y a aucune destination qui réussit finalement ce contrôle de manière efficace. Mais on constate aussi, c'est pour ça que parfois on est étonné du débat que ça peut encore susciter à Bruxelles autour de l'ordonnance. Toutes les destinations
renforcent leur dispositif par rapport à ces hébergements touristiques illégaux. Il n'y a pas une destination qui ne les allège. Et tout essaie de se doter de meilleurs moyens de contrôle. Bon, ça va dans le bon sens, il faut continuer évidemment. Et la nouvelle ordonnance qui a été votée en 2024 permet de renforcer ces contrôles, permet aussi davantage de sanctions. Aujourd'hui, il faut en effet que les sanctions soient dissuasives. Et enfin, et ça c'est évidemment fondamental, il faut une transmission d'informations, il faut aussi que les plateformes jouent au jeu. Et ça, malheureusement, on a vu que dans beaucoup de destinations, ce n'était pas le cas. Et il faut aussi une contrainte et des coercitions sur ces plateformes pour les obliger à afficher le numéro d'enregistrement. À partir du moment où il y a une réglementation locale, il est logique que les hébergements affichent leur numéro d'enregistrement pour montrer qu'ils sont en conformité et que les plateformes retirent les hébergements qui ne seraient pas en conformité. Oui, mais en même temps, l'association qui représente les plateformes, c'est Short Term Rental, a attaqué finalement devant la Cour constitutionnelle l'ordonnance bruxelloise. Elle estime qu'elle est disproportionnée et surtout, elle ne comprend pas pourquoi il y a cette nécessité de se procurer une attestation de conformité urbanistique qui s'applique à tous, aux 19 communes. Cette association demande finalement une approche différenciée par quartier. Est-ce que vous pouvez adhérer à ça ? Absolument pas. C'est de l'enfumage. Donc, quelle est la différence ? Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas d'attestation d'urbanisme pour certaines catégories ? Aujourd'hui, un hôtel de 10 chambres a besoin d'une attestation d'urbanisme. Les appart-hôtels qui sont enregistrés, on en représente, ont besoin d'une attestation d'urbanisme. Pour quelle raison ? Ceux qui font le même métier que nous, et c'est ça le principal qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, les entreprises défendues par cette organisation font le même métier que des hébergements enregistrés. Ce sont des immeubles ou des parties d'immeubles subdivisées en appartements. Quelle est la différence entre ça et un appart-hôtel enregistré qui respecte toutes les règles, ou un hôtel de 10 chambres qui a besoin d'une attestation d'urbanisme? Et la question, Rodolphe Van Mooijenberg, c'est de dire, comme on sait que effectivement ce genre de logement est concentré dans l'hypercentre, est-ce que ça vaut la peine d'agir de la même façon pour un Airbnb qui serait situé à Gansoren ou à Berkem-Saint-Agathe? La question des quotas est une autre question. La question des quotas, et ici c'est assez pernicieux, les destinations qui ont mis des quotas en place, les quotas, ça veut dire qu'on limite, à partir d'un certain nombre, une activité économique dans certaines zones. Les quotas valent pour tous les types d'hébergements touristiques à ce moment-là. Mais les quotas, ce n'est pas en échange de l'allègement de certaines règles. Ce serait une régularisation d'activités illégales, sinon. Donc instaurer un quota et dire « Ah, si je rentre dans le quota, à ce moment-là, il ne me faut pas d'attestation d'urbanisme », ce n'est pas un quota, ça. C'est une régularisation forcée. Un quota, c'est tout le monde respecte les mêmes règles, et à partir d'un certain nombre, on arrête l'activité économique. Ouais, et Hugo Périlleux, est-ce que vous avez l'impression, vous qui connaissez bien cette ordonnance, qu'elle est difficilement applicable aujourd'hui, au vu des contrôles qui sont nécessaires et des moyens dont la puissance publique dispose? Oui, donc le gros souci, c'est la disponibilité des données. Puisque sur le site d'Airbnb, les localisations des biens sont floutées. Donc il y a un point qui est situé sur la carte, mais en fait, c'est dans une zone que ce point en fait est situé. Donc en fait, c'est pas possible d'aller contrôler sur base de l'annonce. Le nombre de jours effectivement utilisés n'est pas connu. Donc en fait, tout ça rend très difficile le contrôle. Vis-à-vis des quotas, je rejoins en partie. Je pense que tout va ensuite être dans les détails. Quel quota, quelles règles à côté des quotas, donc quelle ampleur des quotas on va mettre, etc. Donc en fait, il me semble que la question va ensuite, si on met ce genre de mesures, va être dans les détails. Ouais, donc vous, ce que vous demandez à Rodolphe Van Mooijenberg, au contraire, c'est qu'on renforce cette législation. C'est qu'on applique la législation de 2024. Les partenaires sociaux se sont prononcés donc, sur qui renforce les amendes, entre autres. Oui, mais qui allège aussi sur beaucoup d'aspects, en réalité, l'activité. Elle simplifie l'activité d'hébergement touristique pour toutes les personnes qui sont en résidence principale, par exemple. Ça, on oublie de le dire, qui n'auraient plus besoin d'attestation d'urbanisme pour toutes les chambres d'hôtes aussi. Donc il y a beaucoup d'allègements. En réalité, elle sera beaucoup plus légère que 2014. Si ce n'est pour, en effet, ceux qui sont professionnels et qui ne jouent pas un jeu, là, les amendes seraient augmentées.
Et donc, les quotas, ce sera une renonciation pour la région bruxelloise à réaliser son développement touristique et la création d'emplois qui est liée. On va émettre des quotas alors qu'on n'est largement pas en surtourisme en région bruxelloise. Et c'est l'activité illégale qui pourrait générer ce surtourisme. Donc c'est vraiment une ineptie d'émettre un quota alors qu'on peut encore réaliser, on est à 72% de taux d'occupation annuel en région bruxelloise. On pourrait atteindre les 80%, encore créer près de 3000 emplois dans le secteur hôtelier uniquement. Donc à l'émettre de quotas aujourd'hui, ce serait vraiment renoncer au développement économique et social sain, équilibré et durable que pourrait créer le tourisme. C'est une ineptie. Oui, alors il y a aussi une question, est-ce que ça prive finalement les Bruxellois de logement? Écoutez à ce propos Anaïs Mas et le bourgmestre d'Ixelles, Romain Dereusme. On évalue, parce que ce stade-ci, on n'a pas les chiffres précis, c'est une évaluation, on évalue à 1400 logements qui sont mis à l'année par des plateformes de location courte durée type Airbnb. C'est 1400 logements en moins pour des familles ixelloises. Et je veux juste préciser une chose, on ne s'attaquera évidemment pas au Airbnb de type occasionnel, une famille qui part en vacances, qui met son appartement en location, parce que ça permet de soutenir le budget sur la longue durée que vous allez Mais il y a des logements qui sont retirés du marché pour être mis exclusivement à Airbnb. Et ça ne va pas. Quand on regarde la région bruxelloise dans cette hôtélité, on pourrait dire qu'il n'y a pas de problème parce qu'on est à 1 à 2% du logement dans ce cas-ci. Mais quand on fait un zoom sur le Pentagone, il y a un vrai problème parce que certaines rues, on sait que dans certaines rues, il y a plus de 30% des logements qui sont sur des plateformes en ligne et sont loués en tant qu'hébergement touristique illégaux. On a commencé à faire ces contrôles et à faire ce qu'on fait aussi aujourd'hui en 2020. Et on sait très très bien que depuis 2020, on a pu remettre sur le marché locatif normal pour les Bruxellois plus de 500 logements. Voilà, alors 500 logements, quand on voit le nombre de logements en région bruxelloise, vous citez dans les titres 580 000, c'est le nombre qui est cité dans l'étude de l'IPSA, donc l'Institut bruxellois des statistiques en 2023. On voit que finalement, ça représente assez peu de logements. Alors est-ce que ça a vraiment une conséquence sur le coût du logement? Donc c'est difficile de mesurer concrètement l'effet, mais probablement que ça ne doit pas avoir un bon effet de retirer des logements et de les mettre comme ça en location touristique. N'empêche, en effet, je pense qu'il ne faut pas non plus faire de Airbnb le responsable principal des problèmes du logement à Bruxelles. On a un problème du logement à Bruxelles qui est, à mon avis, bien plus à cause du fait qu'on a très peu de logements sociaux à Bruxelles, que les baux sont très peu régulés, qu'entre deux baux de longue durée, on peut augmenter son loyer autant qu'on veut. Il me semble que ces genres d'actions contre Airbnb ne doit pas les dédouaner le fait de faire d'autres actions sur le marché du logement classique qui, à mon avis, vont avoir beaucoup plus d'impact. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Alors, oui, concrètement, localement, et donc, en effet, en particulier dans le centre du Pentagone, le tourisme prend une place de plus en plus importante. Donc, c'est le fait, en grande partie, de la ville de Bruxelles, d'avoir fait ce piétonnier orienté vers le tourisme. On voit tous les projets immobiliers qu'il y a autour du piétonnier, d'avoir déplacé des lignes de tram, de faire tous ces grands événements. Donc il y a en fait une situation un petit peu paradoxale avec la ville de Bruxelles qui pousse énormément à la mise en tourisme du centre, et puis qui essaye, mais en fait sans avoir les moyens, puisqu'il y a pour le moment il n'y a pas les données, d'essayer de réguler les problèmes des Airbnb. Alors justement, par rapport à ça, Rodolphe Van Boyenberg, est-ce que finalement on ne pourrait pas se dire que ces touristes qui louent via Airbnb, ils rapportent aussi à la ville, ils rapportent à l'État via la TVA, via ce qu'ils consomment, et que donc finalement c'est aussi de l'activité qui est amenée dans la ville de Bruxelles et dans la région? En termes de création d'emplois, non. Il y a différentes études qui ont été menées, notamment au Canada. Le ratio, c'est de 1 emploi créé dans le secteur hôtelier pour un emploi créé chez Airbnb pour une cinquantaine dans le secteur hôtelier. Donc en création d'emplois, non, ça c'est clair. En termes de dépenses sur une destination, c'est très relatif également. À partir du moment où vous avez tous les équipements à l'intérieur pour cuisiner, c'est pas sûr que vous alliez au restaurant. Mais ça, je laisse les commerçants se prononcer, ou les restaurants en l'occurrence. Donc non, si en effet l'activité est la première condition quand même pour créer de la valeur ajoutée, c'est d'être une activité légale, en ordre au niveau des réglementations et créatrice d'emplois éventuellement, et du coup générateur de pensions et
payeurs de taxes également. Donc aujourd'hui, c'est quand même pas le cas donc, de l'immense majorité des Airbnb qui sont en région bruxelloise. Et pour revenir sur les quotas, encore une fois, on n'a même pas une idée claire aujourd'hui de ce que ça représente précisément. On a vu ce débat sur les chiffres. Alors, émettre des quotas, alors qu'on n'a pas une cartographie précise, ce serait se tirer une balle dans le pied aujourd'hui, en effet. Mais de nouveau, nous, ce que nous combattons, ce n'est pas tant le système des quotas. Mais au jour où on aurait une vision très, très claire du développement touristique, pour avoir une discussion du quota, mais pas de quota en échange d'un allègement des règles pour certains. Ça, c'est une régulation forcée, c'est très différent d'un vrai quota. Ouais. Et comment expliquez-vous, parce que finalement, Bruxelles n'est pas la seule ville européenne qui est en proie à des difficultés pour réguler ce problème de location saisonnière touristique via plateforme. Comment vous expliquez ces difficultés finalement à avoir la main sur ce secteur ? Je pense que c'est comme beaucoup de secteurs émergents, c'est un secteur qui vient dans un interstice réglementaire et qui arrive à bénéficier du manque d'informations que possède l'État sur son activité pour essayer, au moins jusqu'au moment de la régulation, de capter une rente importante. Je pense que là, les réglementations qu'il va y avoir à partir de janvier 2026 pourraient quand même vraiment changer la donne. Si les pouvoirs publics savent que tel et tel logement sont loués X jours, eh bien, ils vont pouvoir agir beaucoup plus efficacement. Oui, alors vous ne comprenez pas, vous, aujourd'hui, que les arrêtés d'application de cette ordonnance de 2024 ne soient pas publiés. Pour vous, c'est incompréhensible, vous ne comprenez pas l'attentisme ? C'est juste que la situation est intenable pour notre secteur aujourd'hui. Quel secteur peut accepter une concurrence déloyale de 25% ? Et une concurrence déloyale, même aussi infime soit-elle, n'est pas justifiable. Mais quand ça représente 25% d'une activité, c'est évidemment intenable, non seulement pour mon secteur, mais pour la création de valeur en région bruxelloise, pour la création d'emplois aussi. On ne peut pas supporter ça. Le taux d'occupation des hôtels, il stagne. Il y a quelques nouveaux hôtels, mais ce n'est pas... Oui, en même temps, on voit que le nombre de nuitées, le chiffre vient d'être publié, ils sont plutôt bons. Non, on n'a pas encore retrouvé le taux d'occupation d'avant Covid. Avant Covid, on était à 74% de taux d'occupation, on est à 72%. Et ça, c'est vraiment l'indicateur aussi de la création d'emplois. Donc notre crainte réellement, c'est qu'en acceptant cette activité illégale, en ne la régulant pas et en n'agissant pas, on risque aussi d'opposer finalement les habitants aux touristes, alors qu'on est encore loin d'avoir réalisé le potentiel touristique en région bruxelloise. Mais il faut le faire de façon durable. Il faut équilibrer. Et si on continue à accepter l'hébergement illégal, en effet, on peut avoir l'impression que certains quartiers, et je comprends, c'est la même chose en termes de concurrence déloyale, comment expliquer à un hôtel du centre-ville de 10 chambres que dans la même rue, il y a 50 appartements et qui ne respectent aucune règle. Et il y a aussi un problème de cohésion sociale, c'est vrai qu'on le souligne parfois, dans la gestion des déchets par exemple, ou dans la gestion des nuisances. Effectivement, ce type de logement peut poser pas mal de problèmes. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, quand on voit tout de même le succès en région bruxelloise de ces plateformes, de cette plateforme, est-ce qu'on pourrait se passer de ce type de plateforme aujourd'hui ? Bien, il me semble que... En effet, ça relève du projet politique, ça relève de... il me semble qu'il y a un grand projet touristique à Bruxelles. Il me semble que ça pose question vis-à-vis des conflits avec d'autres usages. Et donc, voilà, je pense que ça, c'est de l'ordre des pouvoirs publics. Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est rentré dans les mœurs. Même question pour vous, Rodolphe Van Weyenbergh. Il y a des gens qui préfèrent effectivement avoir à disposition une petite kitchenette avec des prix aussi, il faut peut-être moins élevés que dans les hôtels. Est-ce que vous voulez la mort de Airbnb aujourd'hui ? Absolument pas. Airbnb n'est qu'une plateforme, donc c'est un intermédiaire. Airbnb ne possède aucune chambre, ne construit pas de chambre d'hôtel, ne crée pas d'emploi, ils prennent une commission. C'est vraiment ça le modèle. Donc plus ils ont d'annonces, plus il y a de commissions. Donc ça, c'est vraiment pas... Il faut comparer les hôtels et même, je dirais, tous les hébergements touristiques légaux, et de l'autre côté, tous les hébergements touristiques illégaux. Et qu'ont-ils de différent ? La grande majorité n'ont rien de différent. Donc c'est la concurrence déloyale. S'ils étaient vraiment complémentaires, mais ça existe, les chambres d'hôtes qui sont enregistrées, qui respectent des règles, c'est complémentaire à des hôtels. Il faut une diversité des formules d'hébergement. Mais on ne peut pas avoir d'un côté tous les hôtels de façon identique. Vous savez, même au sein des hôtels, il y en a qui ont des dortoirs, il y en a qui ont des chambres, des espaces partagés, il y en a qui sont du luxe, il y en a qui sont budget. Donc vous avez toutes sortes de types d'hébergements différents. Mais non, en effet, donc il faut une complémentarité sur la destination. Les plateformes sont ce qu'elles sont.
L'important, c'est d'agir sur l'hébergement illégal. Et là, à partir du moment où c'est le même métier, c'est la même chose, il n'y a aucune raison de ne pas respecter les mêmes règles. Ouais, je crois qu'on vous a bien compris. Merci en tout cas d'être venu vous expliquer sur notre plateau. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.